Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, il fait gris et vous savez que moi, la grisaille, c'est pas du tout ce que j'aime, mais je reçois un petit soleil que je suis ravie d'accueillir au micro de Trop bonne, trop cool. Bonjour Marielle. Bonjour Léa, mais quelle introduction fabuleuse. Ouais, franchement, le temps m'inspire souvent en termes d'intro et là vraiment la grisaille, la bruine, le vent, je t'assure que là de te voir à mon écran, je me dis ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui, Marielle. Il est dur ce mois de mai, hein. Enfin il démarre. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Il démarre dur. Mais j'y crois là, ils annoncent du beau bientôt là, j'y crois fort moi. Je fais des danses du soleil tous les soirs. Il faut. Moi je suis très, mon humeur est vraiment calquée sur la météo et je trouve que c'est un peu compliqué en ce moment. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Moi, je dis tout le temps que je suis un petit tournesol, pas pour dire que je suis une jolie fleur, mais vraiment pour le côté, je suis le soleil, tu vois, genre, où est le soleil? Et là, je ne le trouve pas derrière les nuages. Ah, c'est dur. Est-ce que tu peux te présenter, Marielle, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Mais bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marielle, j'ai 36 ans depuis 4 jours au moment où je te parle. Donc, joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup. Je suis dans la deuxième moitié de la trentaine, ça y est, je me rapproche officiellement des 40. Alors par où commencer? J'ai tant de choses à dire. Dans mon métier déjà, je suis créatrice de contenu. Depuis 2012, c'est ce que je te disais en off, je suis ce qu'on appelle une dino-blogueuse. Voilà, j'ai commencé mon blog il y a plus de 10 ans, à l'époque où Instagram n'existait pas, ou alors Instagram venait de démarrer, mais voilà, au moment où ça personne ne comprenait trop ce que c'était. Exactement. Donc je résume ça comme créatrice de contenu. Il y a des personnes qui disent influenceuse, influenceur. J'ai un peu plus de mal avec ce terme, même si ça n'est qu'un terme, mais je trouve que ce qui résume le mieux ce que je fais, c'est créatrice de contenu parce que je suis sur un blog, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, j'ai un podcast aussi. On aura l'occasion d'en reparler. Dans la vie plus perso, je suis mariée. J'ai une fille, j'allais dire petite, faut que j'arrête de dire petite, une fille, parce que maintenant elle a 7 ans, donc plus si petit. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. À partir de quel moment on arrête de dire petite? Je sais pas, j'ai trouvé que 6 ans c'était le cap, tu vois, on rentre en CP et tout, ça change. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc, qui s'appelle Inès, et on vit tous, avec mon mari, ma fille et notre chat, quand même, qui est un membre très important de notre famille, Nala. On vit à Annecy, en Haute-Savoie, voilà. Trop bien. Bon, on n'est pas loin, parce que moi, je vis dans la périphérie de Lyon, entre Annecy et Lyon. Je vis dans une bourgade vraiment paumée, au milieu de nulle part, donc nous, on n'est pas loin. C'est ça. Trop bien. Bon, en tout cas, ça fait trop plaisir de te recevoir ici. En effet, tu as plusieurs casquettes. Tu me disais même, avant qu'on enregistre, que tu as été infirmière. Enfin, c'est fou d'avoir tout ça comme... J'ai trop hâte d'échanger avec toi, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter. J'avais reçu d'ailleurs une de mes meilleures amies qui est infirmière, et je trouve que les infirmières ont un côté de la gentillesse qui est cool aussi à explorer, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire aussi sur ça, donc je serais curieuse de t'entendre aussi sur ce sujet. Ok. Mais je vais te poser la première question du podcast, à savoir quelle est ta définition de la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien par les petites actions, ce que tu recherches justement chez les gens et tout ça. Moi, c'est alors j'aurais pas la présomption de dire que c'est une qualité qui me représente ou que j'incarne, mais en tout cas, moi, c'est une qualité que je recherche chez les autres. Au même titre que d'autres qualités très fortes comme l'honnêteté, le respect, l'humour aussi, parce que c'est très important. J'aime beaucoup rire. Et la gentillesse, pour moi, c'est une vraie valeur forte que je trouve très importante. Pour moi, être gentil, c'est la première chose à laquelle je pense quand tu me poses cette question-là, c'est de se mettre à la place de l'autre. C'est un truc que je fais quasiment du matin au soir. J'essaye toujours alors, je pense aussi à moi, mais de penser à l'autre et en fait d'essayer de me mettre dans la peau de la personne. Alors, ça peut être dans plein de petites situations du quotidien, mais un serveur dans un restaurant,
tu rentres dans un bâtiment, il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer le sol, et de pas piétiner le sol avec tes chaussures. Enfin, tu vois, de faire l'effort, même si de toute façon tu vas marcher sur le sol, mais en fait, il y a plein de façons de le faire pour faire comprendre que t'étais pas hyper contente de le faire. C'est aussi une question de posture et d'attitude. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment en moi, parce que il y a beaucoup, je mets aussi beaucoup en lien avec l'altruisme. L'empathie aussi, mais pareil, c'est très très propre au métier que j'ai exercé, au métier d'infirmière. Voilà comment je qualifierais la gentillesse. Ouais. Et comment ça s'incarne du coup avec tes proches, ou justement tu disais que tu cherchais ça chez les autres, tu vois, c'est quoi du coup pour toi ces petits actes de gentillesse? C'est marrant parce que j'avais la question il y a pas longtemps avec mon mari sur les façons d'exprimer son amour. Alors il y a plein de façons de le faire. Il y a des choses très intimes, voilà, dont je parlerai pas, mais bien sûr, voilà, la sexualité en fait partie pour les couples, bien sûr. Ou pas d'ailleurs. Je pense qu'il y a aussi des couples qui font ce choix-là. Ça peut être les mots, ça peut être les gestes, et pour moi, les actes d'amour et qui du coup vont avec la gentillesse, moi c'est beaucoup les petites attentions. C'est pas de m'acheter une rivière de diamants demain, c'est pas ça la petite attention, c'est plus le petit mot, le petit message que tu reçois à un moment où tu t'y attendais pas, où tu sais que la personne traverse quelque chose de dur. Un petit papier laissé dans un coin de la maison pour que la personne le retrouve, dire quand j'ai fait ça la dernière fois j'ai pensé à toi, voilà. Pour moi la gentillesse elle est vachement en lien avec toutes ces petites attentions que je trouve pas si petites justement. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, est-ce que c'est des trucs que tu arrives à t'appliquer à toi-même aussi? Parce que on arrive à faire des petites attentions pour les autres. Tu disais tout à l'heure penser à l'autre, mais que tu arrivais quand même à penser à toi. Comment tu arrives justement aussi à penser à toi? Tu vois, je trouve que le gentil s'oublie souvent. Complètement. Alors moi, je fais vraiment partie de ces personnes-là, et c'est marrant que tu dis ça parce que je lisais un livre il y a pas longtemps. C'est le livre de Léa Salamé, en fait, où elle reprend les interviews qu'elle fait. Je ne vais jamais réussir à retrouver. Femme puissante. Et en fait, elle interviewe Leila Slimani. Et Leila Slimani, j'ai pris une petite capture d'écran pour te le lire. Elle dit je crois que nous sommes élevés, donc les femmes, avec l'idée qu'il faut s'effacer, rester discrète, qu'il faut être là pour les autres, se sacrifier un peu pour eux. Et elle cite Virginia Woolf, qui avait écrit un texte très important où elle décrit ce qu'est la femme idéale, en gros celle qui fait à dîner, qui va garder le moins bon morceau du repas pour elle, quand il y a un courant d'air, qui va s'asseoir dans le courant d'air. Et en fait, je me suis vachement reconnue dans ces lignes-là, parce du que sacrifice, quoi. Moi, je suis en plein dedans. Alors, pas avec n'importe qui, je vais pas bien sûr. me mettre dans le courant d'air pour quelqu'un que j'aime pas, mais pour mon cercle très proche, moi, c'est un truc que je vis tous les jours. Et ça me demande un effort parfois de me dire, en fait, t'as le droit aussi d'avoir pas que l'entame du gâteau. Enfin, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais et moi, il faut vachement que je lutte contre ça. Et comment tu fais du coup pour lutter? Est-ce que tes proches arrivent à te le dire, tu vois, arrête de te sacrifier, Marielle, on te le demande pas, ou est-ce que c'est toi qui arrives à le mettre en place? Alors j'aimerais bien que ça soit moi, mais en réalité je crois que ça l'est pas vraiment. Même si, tu vois, si j'en parle, c'est que j'en ai conscience, donc ça veut dire qu'il faut que je travaille un peu là-dessus. Alors ça me pose pas non plus un problème XXL au quotidien, donc j'ai pas ce besoin non plus de lutter contre ça, mais mon mari me le fait très souvent remarquer. Mais il me dit, t'as le droit aussi, de... Je sais pas, tu fais des pâtes pour 3 personnes, il y en a pas assez, je suis la première à dire non mais c'est bon, j'ai pas très faim, alors qu'au fond j'ai faim, autant que les autres. Et c'est lui qui me dit non mais vas-y, sers-toi une vraie assiette, et puis dis-moi j'irai manger autre chose à côté. Donc c'est plutôt lui qui me le fait remarquer, ouais. Ah, c'est chouette. Et moi, je crois que je suis un peu de la team où je me sacrifie et j'attends que les autres le remarquent, tu vois, ce sens du sacrifice. Et du coup, je crois que je développe parfois un peu de frustration quand les autres ne se rendent même pas compte. Est-ce que ça te fait ça aussi? Alors, pas trop, mais justement, je pense que ça devient problématique au moment où t'en arrives là. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être que c'est aller trop loin, justement, dans l'empathie. C'est comme... j'ai connu quelqu'un comme ça qui attendait toujours énormément des autres, qui rendait des services dans l'espoir. Je compare pas ta situation à cette personne, pas du tout. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est quelqu'un qui va toujours rendre des services, qui va faire des choses dans l'espoir que ça lui revienne derrière. Ça, je crois pas que je souffre trop de ce problème-là. Mais et ça c'est dommage en fait. Ouais, mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, c'est très facile à dire. Hein. Mais on a tous nos petites tares. Et puis c'est épuisant, tu vois, c'est un peu le truc où tu t'épuises en plus tout seul dans un coin. Tu vois, c'est un peu l'image du poisson qui est à moitié dans l'eau et à moitié hors de l'eau et qui suffoque à moitié, qui est en mode aidez-moi, et que personne ne regarde. Et du coup, c'est trouver le juste milieu. Moi, c'est vraiment ce travail-là que j'essaye de faire en ce moment. J'en parle souvent ici, mais je suis suivie par une psy. Et tu vois, c'est juste de trouver en fait mes limites à moi, et c'est pas pour ça que ça enlève ma gentillesse. Moi, j'ai un petit côté, tu vois, aussi où j'aime bien m'auto-flageller parce que je sais pas, être gentil, c'est un peu comme tu disais le sens du sacrifice. Et en fait, non, personne te demande tout ça, tu vois. Donc c'est vrai. et si on te le demande, ça veut dire que la relation est pas
forcément saine. Oui, quoi. oui, exactement. Moi, j'ai eu une année une fin d'année 2022, un début d'année 2023 un peu compliquée sur le plan perso. Des choses dont j'ai pas souhaité parler et je pense que j'en parlerai pas parce que c'est très intime. Et justement, j'ai reçu de l'aide sur le plan psychologique et moi, vraiment, je me suis rendu compte que le problème numéro 1 qui avait énormément de ramifications dans ma vie, c'était l'affirmation de soi. Et autant je suis très sûre de moi sur plein de domaines, dans le domaine professionnel, quand j'étais infirmière, je doutais pas, voire peu plutôt de ce que je faisais, mais moi je suis typiquement du style, la coiffeuse me demande si l'eau est assez chaude, je dis oui ça va, alors qu'en fait elle est trop froide. Ah punaise, voilà. Je suis pareil. Tu m'amènes le mauvais plat au restaurant, si ça me convient, c'est-à-dire qu'il y a rien que j'aime pas dans le plat, je vais rien dire non plus. Alors que c'est stupide, j'ai pas demandé ça, mais c'est toujours à me dire je vais embêter et tout, alors que punaise, t'as demandé. Puis l'erreur est humaine, tu peux tout à fait dire excusez-moi, ce plat n'est pas celui que j'ai demandé, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a 1000 façons de le tourner bien et de pas passer pour la cliente chiante. Et moi, c'est un truc qui a énormément de ramifications dans ma vie. Le point de départ, c'est l'affirmation de soi. Et ça, est-ce que tu arrives depuis cet épisode-là un peu douloureux à le travailler davantage ? Qu'est-ce que tu as mis en place justement ? Je sens que ça va mieux. Alors il y a un truc que je maîtrise pas qui me fait, qui m'aide à ce que ça aille mieux, c'est l'âge. Enfin moi j'ai vraiment juste l'impression que de vieillir. Alors du coup si je peux passer ce message, vieillir est un cadeau. Vieillir c'est cool. Voilà. Je sens que sans faire aucun effort et sans rien actionner dans sa vie, le fait de vieillir. Alors, je sais pas si ce que je dis est universel, mais moi, j'ai vraiment l'impression que je suis plus affirmée dans mes choix et que je réfléchis moins à ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, juste le fait d'en être conscient déjà m'a fait un peu de bien. Enfin, j'en parlais aussi. Il y a une rue dans ma ville à Annecy. Je pense comme dans beaucoup de villes où il y a beaucoup de personnes, tu sais, avec des kawaii rouges, jaunes, bleus, là, puis qui font qui te demandent des dons pour des assos, etc. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais moi, j'ai tellement de mal à dire non à ces gens-là que parfois je faisais un détour pour pas passer dans cette rue-là. Ah oui, moi aussi. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça veut dire que ce genre de personne t'oblige à marcher davantage, en tout cas à pas prendre l'itinéraire que t'as choisi de prendre à la base. Ça, je pense vraiment qu'il y a pas grand monde qui se pose ces questions-là, à part nous deux. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et alors c'est un peu bête, mais c'était un des exercices que j'avais du coup dans le cadre de ce suivi, c'était de me dire vas-y et juste ose dire non. Et puis alors c'est malheureux, j'ai rien contre ces gens-là, mais ils ont vraiment l'habitude qu'on leur dise non parce que je vois pas beaucoup de personnes s'arrêter. Et en fait voilà, c'est un bon exercice aussi de se confronter un peu à ça et de se rendre compte qu'il se passe rien. T'as dit non, eux ils se sont pas écroulés par terre en pleurant en disant elle m'a dit non. Enfin je veux dire, elle est méchante. Idem pour la question de l'eau, la température de l'eau chez la coiffeuse quoi. C'est le jour où tu dis non c'est trop chaud, non c'est trop froid, la terre ne s'arrête pas de tourner. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, mais c'est dur de se le dire, tu vois, il y a un truc où... c'est marrant que l'histoire du mauvais plat, là j'ai regardé un épisode, je me suis remis dans Malcolm, et je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a une scène de Malcolm où il y a la mère d'un des copains de Malcolm qui commande je ne sais plus quelle boisson, et le serveur dit qu'il en a pas, donc elle commande autre chose, et en fait il s'avère qu'il lui amène complètement autre chose, genre un jus de myrtille qui n'a rien à voir alors qu'elle avait commandé un thé, et elle prend la boisson, et elle dit non mais j'adore le jus de myrtille, et la mère de Malcolm me dit non mais attends, faut que tu t'affirmes machin, le serveur il va te resservir et tout, et la dame était tellement gênée, l'autre maman elle a dit non mais c'est bon j'adore, et elle a tout de suite englouti le jus de myrtille en mode c'est bon il est bu, c'est genre en mode elle assumait tellement pas. Oui c'est ça, elle assumait tellement pas, et je me suis tellement retrouvée là-dedans, je me suis dit putain mais ça pourrait être tellement moi dans cette situation, genre on m'amène un plat totalement à l'opposé de ce que j'avais commandé, et oui c'est très bon merci, je mange pas de viande mais j'adore le poulet rôti, merci. Ah non super, changez rien. Mais c'est vrai que c'est dur, mais t'as raison, il faut le faire par petites bribes. Enfin, en fait, moi, c'est des situations qui me mettent dans un inconfort vraiment. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas naturel chez moi, et donc je pense qu'il faut y aller par petites étapes parce que sinon, si tu dis, sinon c'est trop. Alors, l'exemple de ces pauvres gens en kawaii coloré, pour moi, c'est un bon axe parce que. Voilà, c'est des gens qui essuient énormément de refus. Alors, leur vie doit pas être simple pour autant parce que ça doit être assez dur, mais c'est pas ton nom à toi. Le fait que tu refuses à ce moment-là qui va changer leur journée. Et c'est un bon exercice parce que par exemple si t'as un peu de mal à t'affirmer dans le milieu pro, où là j'imagine que ça peut être plus compliqué, ou dans des relations sociales perso avec un membre de ta famille, pareil, ça peut être vite électrique, mais là voilà, c'est un bon exemple de ce que tu peux essayer de faire et te rendre compte, là, vraiment c'est la preuve par l'exemple que
il se passe rien. C'est quoi. pas grave. Non, Ouais, ni pour toi, clair. ni pour lui. Puis même, je pense qu'au quotidien, on le vit tous, comme tu dis. Je pense qu'avec l'âge, moi, tu vois, j'ai eu 31 ans. Et pareil, je pense que je m'affirme de plus en plus aussi. Et c'est un exemple tout con, mais on avait un ami qui venait chez nous dans notre ancien appart avec de mon mari. Maintenant, il faut que je dise mon mari. Avec mon mari, donc mon copain de l'époque. Et il arrêtait pas de dire chez toi plutôt que chez vous. Et c'est le genre de truc qui, à force, me heurtait, alors que c'est débile. Hein. Quand tu y réfléchis, on s'en fout. Et en fait, on a déménagé, on a acheté une maison tous les deux. Et il a continué à dire chez toi, machin. Et donc, première fois qu'il dit ça dans la nouvelle maison, je lui dis... Par contre, si tu peux dire chez vous, c'est un truc bête, mais tu le faisais déjà dans l'appart. Donc dans l'appart, c'était mon copain était propriétaire, donc je l'entendais, tu vois, voilà. Mais là, c'est chez nous, enfin voilà. Et donc il a dit ah ben pardon, je pensais pas que ça, enfin vraiment il pensait pas à mal, tu vois. Et après cette conversation, j'étais grave fière de moi juste d'avoir osé. Et maintenant je sais qu'il fait attention parce que il sait que ça peut paraître un peu débile, mais c'est des trucs qui moi me heurtent. C'est voilà, et juste de le dire. J'avoue que c'est le seul exemple que j'ai vraiment concret que j'ai réussi à mettre en place. C'est un bon exemple aussi enfin ça c'est un truc assez c'est de la psychologie humaine, enfin moi c'est un truc que j'observe beaucoup, mais l'imaginaire crée des trucs incroyables. Enfin, moi je le disais à des familles de patients que j'avais à l'hôpital qui demandaient des nouvelles de leurs proches par téléphone parce qu'ils étaient éloignés par la distance. Je travaillais en soins intensifs, donc en soins intensifs on s'imagine toujours les gens avec 25 000 câbles qui sortent du corps, des moniteurs, des trucs qui bipent, des trucs qui clignotent, et en fait au téléphone ils te disent oh là là ça doit être dur. Toi tu expliques bah oui il lui est arrivé telle chose, telle intervention chirurgicale, et je leur disais venez si vous pouvez bien sûr, venez. Et on va vous expliquer à quoi servent chacun de ces câbles. Et une fois que tu as démêlé un peu le truc, les gens, ils ont une photo qui est différente. Et en fait, l'imaginaire crée beaucoup de choses. Donc ça vaut le coup de temps en temps de se heurter un peu. C'est pas confortable, hein, mais de le faire de temps en temps pour se prouver. Et après, je pense que c'est juste une question d'habitude, d'automatisme. Puis moi, souvent, je me dis l'audace qu'ont certaines personnes. Et tu dis, mais moi, je me prends la tête typiquement pour ce monsieur avec son kawaii coloré dans la rue, quoi. Oui. Et tu te dis, waouh, comme je peux vraiment me prendre la tête pour rien, c'est fou. Et est-ce que ces gens-là, justement, qui ont beaucoup d'audace, moi, c'est ces gens-là qui, parfois, je dis, oh non, mais elle est sans gêne, lui, il est... Et en fait, je crois que c'est un peu de la jalousie. Parce que, en fait, j'oserais tellement pas faire le carc de ce qu'ils se permettent de faire que, tu vois, ça me met tout de suite mal à l'aise parce que je me dis, merde, moi, je me fais marcher dessus alors que lui ou elle ose faire ci ou ça. Et est-ce que toi, ça te provoque ça ? Alors, de la jalousie, non. Alors, ça peut m'arriver parfois de me dire, ah là, si j'avais un peu plus confiance en moi, si j'étais un peu plus franche, peut-être qu'il m'arriverait de meilleures choses, etc. Mais au fond de moi, je reste quand même persuadée qu'être gentil, on revient à ce que tu disais au début, c'est une qualité qui est hyper importante. Et je pense qu'au final, les gens foncièrement, profondément gentils gagnent. Tu gagnes peut-être pas sur le moment T. Je reprends l'exemple au travail, parce que c'est des trucs un peu parlants, mais donc j'étais infirmière, je travaillais en soins intensifs et en salle de réveil, et de temps en temps, ça arrivait quand même, des patients un peu pénibles. Voilà, juste pénibles, tu le sens, ils ont ça dans le cœur, tu sais qu'ils sont pénibles H24 toute l'année. Et on arrivait à faire des concessions pour dire on va le mettre dans un coin de la salle de réveil où il aura moins de bruit, moins de lumière, moins d'agitation. Et tu disais punaise, mais pourquoi c'est toujours les méchants, d'énormes guillemets, qui gagnent alors que la petite dame qui n'a rien dit, qui se plaint pas, qui est probablement à mal, qui dit rien, elle est probablement dans le couloir où il fait froid, etc. Là, sur ce moment-là, tu peux te dire c'est injuste parce que c'est quand même le méchant entre guillemets qui gagne. Mais au final, si vraiment tu dézoomes et sur l'intégralité du séjour à l'hôpital, pour moi, c'est la gentille qui gagne. Toujours. Parce que tu auras une attention un peu différente, il y aura une main posée, il y aura un regard plus appuyé, il y aura une conversation plus longue, il y aura une meilleure prise en charge de ses sentiments, pas de la douleur, parce que bien sûr, on s'occupe de la douleur de tous les gens, même des méchants. Bien sûr. Mais je trouve que dans le comportement humain, il y aura toujours quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus puissant vers quelqu'un de foncièrement gentil. Donc, je crois que je suis pas trop envieuse de ces gens-là, d'autant que les gens un peu, tu disais, voilà, un peu francs, un peu... au fond d'eux, ils ont toujours un peu une aigreur, une agressivité que moi, j'envie pas. Donc, du coup... Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, mais ça fait envie quand même, tu vois, quelqu'un qui parle plus fort que tout le monde et qu'on écoute, alors que nous, enfin moi je sais pas toi, mais moi j'y vais toujours sur la pointe des pieds, tu vois, moi le premier épisode Trop bonne, trop cool que j'ai fait, mon titre c'est Pardon de déranger, enfin moi c'est ma vie, tu vois, genre juste d'exister en fait, pardon d'exister, moi c'est vraiment mon truc, et en fait des fois je me dis, putain, je sais pas, je me dis, est-ce qu'ils se posent moins de questions que nous, tu vois, mais déjà, ils réfléchissent pas à tout ça parce qu'ils sont pas comme nous. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions sur ce type de personnes-là que j'envie, mais je n'échangerai ma place pour rien au monde. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu, c'est bizarre dans mon cerveau, c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais j'échangerai pas ma place, c'est sûr, je reste comme je suis. Mais je pense que ces gens-là, ils doutent quand même, enfin,
À la fois, j'en reparlerai sur mon podcast aussi, mais moi j'ai une lecture qui m'a ouvert les yeux. Je suis pas très développement personnel en termes de lecture, parce que je trouve que c'est des livres où il y a beaucoup de lieux communs, ou alors ça s'adresse à des gens qui ont un espace mental très très libre, très ouvert pour accueillir plein de choses. Enfin, bon, je suis pas très fan de tout ça. Mais il y a un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui en plus de ça est genre le best-seller, tu l'as en tête de gondole à la Fnac. Tu l'as et partout. Tout, voilà, le truc il est sorti en format poche, il doit coûter 6 €. Bon bref, c'est un peu le mastodonte du développement personnel. Mais dans ce livre, il y a un des accords Toltec qui est ne jamais présager. Et ne jamais présager, c'est jamais se... Alors attention, ça fait très Gandhi, Bouddha, ce que je suis en train de dire, mais je suis très loin de tout ça. Mais... Vas-y, on adore. Là, ça va qu'on est posé, qu'on est dans un podcast, je me dis pas ça tous les jours, hein. J'aimerais beaucoup, mais... Et en fait... Quand tu te lèves, Marielle, tu récites les accords Toltec, je suis sûre. Non, franchement, ça m'arrive quand même d'être jalouse de certaines personnes, enfin, tu vois, Mais dans cet accord Toltec, de pas présager, c'est de pas reporter tes émotions, tes angoisses, tes incertitudes sur les autres, c'est de pas s'imaginer que les gens ont une vie meilleure que toi, ne pas s'imaginer que... Moi, mon grand truc, c'est je suis sûre qu'elle est énervée contre moi. Moi, ça, c'est mon grand truc, ça. Et je pourrais le sortir à toutes mes copines toutes les semaines, je suis sûre qu'elle serait là. Non, pour quelle raison, pourquoi? Voilà, ça, c'est présager, c'est de se dire, à ce moment-là, quand j'ai dit ça, peut-être qu'elle a pas apprécié que je le dise, etc. Et en fait, une fois que t'arrives, alors, c'est pas facile, c'est pas infaillible non plus, mais quand t'arrives un peu à te détacher de ça et de juste vivre ta vie, sans avoir une confiance débordante, mais juste, tu traces ton chemin et tu laisses les autres tracer le leur, en fait, tout est vachement plus apaisé. Mais c'est dur de le faire. Enfin, moi, tu vois, du coup, j'hypothétise beaucoup ce que pensent les autres de moi, donc je présage beaucoup. Et la psy, elle me disait, mais ça, c'est plus sur vos épaules, Léa. Une fois que c'est livré, en gros, c'est plus vous. Et moi, j'ai tendance à, tu vois, me charger le dos de trucs que personne ne me demande. Et tu vois, au bout d'un moment, mais t'as raison, mais les accords Toltec, faut que je les lise. Ça fait des années que je me l'étais dit. Et c'est le truc que tu repousses parce que, bref, moi, pareil, les livres de développement personnel, c'est pas trop mon truc, mais tu vois, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je le lise. Si toi, vraiment, ça t'a aidé à y voir un peu plus clair, en tout cas. Oui, parce qu'à la fois, c'est des énormes lieux communs, et à la fois, tu te dis, si au quotidien, alors, pas toutes les heures, pas toutes les minutes, pas dans toutes les situations, mais ouais, bien sûr. T'arrives quand même tous les jours à en prendre un des 4 et à l'adapter à ta situation et te dire, ah ouais, ok, une fois que je fais ce petit effort, et puis après, c'est comme tout. C'est comme ça qu'on bâtit aussi un réflexe. De répéter, alors c'est pas de se mettre devant son miroir tous les matins, de se dire t'es génial, et tous les matins tu vas te dire je suis génial, et le lendemain tu vas te réveiller, tu vas te dire ça y est, enfin je suis génial. C'est pas si simple, mais je trouve que c'est toujours un peu c'est un peu une question d'habitude, c'est un peu de la gym cérébrale, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Il est très cool ce livre. C'est un super conseil, en tout cas, je pense que vous le trouverez partout, comme disait Marielle, mais je mettrai le lien si jamais en description. Allez voir dans votre petite librairie du coin aussi. Oui, c'est encore mieux. Mais il est vraiment vendu partout, ce livre, et en format poche. Et puis je crois que c'est le best-seller de tout, là, comme tu disais, de développement personnel. Je crois qu'il est en top catégorie depuis je ne sais pas combien d'années. Donc le mec, c'est qui a écrit ça d'ailleurs? C'est un homme, je crois. C'est un homme, il doit être blindé. Multimillionnaire. Ça a été traduit genre dans 45 langues. Ouais. Ah putain, bon, faut qu'on écrive un autre truc, Maria, les accords des gens gentils, genre, tu vois, et nous aussi on va faire on va y arriver. Objectif tête de gondole. Ouais, exactement, le fric avant tout. Non, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a une question qui me vient quand je t'entends raconter tout ça, notamment par rapport à ton travail. Comment ta gentillesse a pu te servir ou t'éprouver quand t'as été infirmière? Enfin, tu vois, c'était quoi ton rapport à la gentillesse durant tout ton parcours pro d'infirmière? Tu le disais, mais c'est une des grosses qualités, selon moi, nécessaires pour exercer ce métier. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui démarrent des études d'infirmière, et je dis pas qu'elles sont pas gentilles, mais qui n'ont pas assez l'empathie, l'altruisme chevillé au corps pour pouvoir continuer dans cette voie. Parce que c'est vraiment le métier, donc là je parle du métier d'infirmière parce que c'est celui que je connais, mais c'est valable pour les aides-soignants, les kinés, toutes les professions paramédicales, tout ce qui est dans le service à la personne, dans le soin à la personne globalement. Il faut toujours penser aux besoins de l'autre avant de penser aux tiens. Et si t'as ça dans ta nature profonde, ce qui je pense est mon cas, ça demande pas d'effort. Et c'est pour ça qu'on parle de vocation. Alors je suis pas toujours à l'aise avec ce terme parce que ça part du principe que t'es né avec une bonne étoile et qui te dit tu seras infirmière, ma grande. Donc non, je suis pas trop d'accord avec ça, mais qu'il y a une bonne fée qui t'a touché le bout du nez et hop là tu seras infirmière. Exactement. Et moi par exemple j'avais rien qui m'amenait vers ce métier-là, dans le sens où dans ma famille personne n'a jamais exercé dans ce secteur. Moi ça a été un projet professionnel qui a été très très difficile à défendre auprès de mes parents parce qu'ils étaient archi contre. Ils m'ont beaucoup dénigré vis-à-vis de ça. Enfin, ça a été très 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 compliqué, et j'ai été ravie d'arriver à la fin de mes études et de me rendre compte que j'étais à ma place. Vraiment, c'est un métier d'ailleurs que je serais
peut-être, certainement, sûrement amenée à réexercer un jour. Mais c'est un métier qui me ressemblait énormément. J'avais l'impression qu'il mettait en valeur les qualités que j'avais à l'intérieur de moi. Ça m'a jamais coûté, ça m'a jamais demandé d'effort. Alors c'est fatigant à plein d'égards, mais c'est un métier que j'ai adoré. Et c'est justement le métier dans lequel on peut se permettre de montrer sa vraie nature, sa vraie personnalité. Pendant les études, on nous apprend aussi cette fameuse prise de recul, parce qu'en fait, des drames, il y en a dans tous les services, que tu travailles en pédiatrie, en cancérologie, au bloc, etc. Des histoires tristes, il y en a partout. Tu travailles même dans le social, enfin bref. Et on t'apprend à trouver cette distance qui n'est pas toujours simple au début, où il faut avoir de l'empathie, de l'altruisme, il faut savoir accompagner les gens, il faut les comprendre, il faut parfois leur expliquer des choses qui sont dures. Parfois, les gens, on leur explique très bien des choses, des diagnostics, mais ils sont dans une étape du deuil, parce que même quand c'est l'annonce d'une maladie, c'est déjà un deuil, qui fait qu'ils ne sont pas encore capables de l'entendre, donc il faut pouvoir le reformuler, ou alors se dire « Ok, aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Voilà, ça sert à rien. Je peux même prendre un panneau en disant vous avez un cancer. C'est horrible. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Et puis ça, bien sûr. Forcer le truc n'apportera rien de bon en fait, parce que tu vas te dire oui, génial, il a compris. Mais les conditions. Mais il faut avoir cette sensibilité-là de lire entre les lignes. Tu vois, il faut être capable de comprendre que c'est pas le bon moment. Exactement. Et je pense que si t'as trop la tête dans le guidon aussi. Je pense que tu ne vois pas tous ces petits signaux-là que l'autre peut t'envoyer. Exactement. Quoi. Et puis après, il y a aussi la façon dont le patient le reçoit. Et puis là, il y a des notions de... Il y a des barrières de la langue, il y a des barrières culturelles. Je donne un exemple, mais s'adresser aujourd'hui à un monsieur, je vais prendre l'exemple qui va parler à tout le monde, d'environ 80 ans, qui a travaillé toute sa vie, qui a jamais géré ses émotions, qui était vraiment dans le patriarcat à fond, et c'est pas de sa faute, qui n'a jamais pleuré devant ses enfants, qui n'a jamais pleuré devant sa femme, qui a toujours été la figure solide, le roc de la famille. Tu lui apprends qu'il a quelque chose de difficile qu'il va falloir qu'il encaisse. Et il faut réussir à lui dire, vous pouvez pleurer. Et si vous voulez pas pleurer avec votre famille, vous pouvez pleurer avec moi. Et puis si vous voulez pas pleurer, il y a pas de problème. Et puis si vous voulez qu'on en reparle demain, je suis là. Même cette nuit, en fait, je suis là. Et puis pouvoir aussi communiquer par le geste. J'avais travaillé avec un médecin qui disait, pendant une consultation, alors c'est un peu bateau dit comme ça, mais en réalité c'est très vrai, il disait, il faut toujours réussir à toucher physiquement le patient une fois pendant la consultation. D'accord. Et en fait, juste une main sur l'autre main, une main sur le bras, sur l'épaule. Et en fait, ce contact-là, il y a comme une sorte de... ça crée un lien. Ça crée un truc, mais c'est pas juste une main posée sur un bras. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cucu qu'est-ce que c'est bateau de dire un truc comme ça? Et en fait, c'était vrai. Et alors, je suis persuadée que si ce geste, tu te forces à le faire et que c'est pas dans ta nature, ça fonctionnera pas. Oui, bien sûr. Mais qu'il y a un moment où ça peut être le bon moment de le faire. Et voilà, du coup, c'est apprendre à comprendre les émotions des autres. C'est très intéressant parce qu'on n'annonce jamais... Alors, c'est pas l'infirmière qui annonce le diagnostic, mais très souvent, l'exemple que je peux donner, c'est le médecin qui annonce le diagnostic. Puis le médecin, c'est malheureux, mais il est très très pris par le temps, donc il reçoit le patient, la famille, il l'annonce. Le choc est tellement dur que le message, il n'est pas intégré tout de suite. Et toi, en fait, tu es là les jours suivants pour aller voir le patient, lui dire « Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux vous réexpliquer ?» Et c'est là que toutes les qualités de l'infirmière, elles arrivent, en fait. Ouais, c'est beau. Et est-ce que ta gentillesse a été ébranlée pendant... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a... Parfois, t'es tellement prise par le temps, le machin, que t'arrives même plus à éprouver de l'empathie, de la gentillesse. Enfin, tu vois, est-ce que ça a été ébranlé, ça, pendant tes années d'infirmière? Alors, je crois pas. J'ai eu une grande chance, c'est que j'ai exercé 3 ans en France et 8 ans en Suisse. Et en arrivant en Suisse, à Genève, j'ai découvert un système de santé, alors qui a d'autres problèmes à d'autres niveaux, mais où en tout cas, il n'y a pas... ces journées XXL où il faut faire rentrer 25 000 soins dans 12 heures. Enfin, voilà. Donc j'avais nettement plus le temps de bien faire les choses, de bien m'occuper des patients. Il y avait d'autres soucis, mais en tout cas, on était mieux staffés. Et donc, c'est tout bête, mais en fait, quand tu as le temps de bien faire les choses, tu les fais mieux, vraiment. Bien sûr. Moi, j'ai toujours été un peu catégorisée comme l'infirmière très, très souriante, très joyeuse. J'ai fait plein de blagues à plein de patients. J'ai une patiente qui était jeune, qui m'a écrit une lettre de 2 pages que j'ai encore là dans mon bureau juste à côté, que je relis de temps en temps, parce qu'elle a vraiment, ça me touche en plein cœur. En plus, c'était pas sa langue natale, le français. Elle a vraiment demandé à sa famille de l'écrire. Ça m'a, rien que d'en parler, ça me... Ah ouais. Ça me chamboule, bref. Et cette petite dame, le soir, je lui avais préparé en fait une table pour qu'elle puisse dîner avec son mari. Elle venait d'accoucher de son bébé. Elle n'allait pas bien, le bébé n'allait pas bien non plus. Et en fait, on n'a pas de nappe à l'hôpital, donc en fait, j'ai mis un drap. Et en fait, on n'a pas de chandelle à l'hôpital, donc j'ai créé des fausses bougies. Et voilà. Et moi, j'étais un peu... à la fois, on me disait souvent le clown du service, parce que voilà, j'essayais toujours de rendre les choses un peu drôles. Je collais des poissons d'avril dans les dos de mes patients, enfin, ce genre de trucs stupides, en me disant juste comme ça, on peut essayer de rendre le quotidien un peu plus sympa. Et il y a un médecin, une fois, qui était un monsieur
pas très sympa. Bon, lui, il ne serait pas invité dans Trop Bonne Trop voilà. Cool. Je ne citerai pas de nom, mais il n'était pas très très aimable. Alors il n'est pas représentatif de la qualité des médecins avec lesquels j'ai travaillé. Bien sûr. Mais bref, un jour il a pensé être méchant avec moi en m'appelant la grande brune qui sourit, en disant comme ça je la ramène un peu à son statut de femme, parce que je pense qu'au fond il y avait un poil de misogynie si c'est pas une perruque entière. Et puis de te mettre sur la tête que tu souris, en gros, voilà, c'est synonyme que t'es stupide, quoi. Et sur le coup, j'étais hyper mal pris. Cette histoire, elle a bien 5 ou 6 ans, et je me suis dit, waouh, c'est violent. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, cool. Si c'est ça qu'on retient de moi, que je suis grande et que je souris, tant mieux, quoi. Tu vois, on va pas dire la grande brune qui fait la gueule. Qui fait la gueule, ouais, clairement. Et du coup, sur le coup, ça m'a blessée, parce qu'en plus, c'était son intention, donc il avait quand même réussi. Mais avec le recul, je me suis dit, écoute, faisons avec. Lui... Oui, puis lui, on devait l'appeler le gros con de docteur. Enfin, tu vois, dans ces cas-là, si on s'appelle que... Enfin, tu vois... écoute... Tu préfères ton surnom que le sien, tu vois. Vraiment, quand je voyais les gens qui avaient les genoux qui tremblaient pour aller lui parler, je me disais, imagine d'être cette personne-là, c'est horrible, quoi, vraiment. Quelle horreur. Nous, on l'appelait Dieu. Et je me dis, tu l'appelais comment ? Dieu. Ah oui, j'adore. Ah oui, parce que c'était vraiment le tyran, quoi. Il décidait du ouais, je vois l'idée. Je déteste ce genre de personnalité, et ça me fait poser souvent des questions sur ce genre de personnes-là. Est-ce qu'ils sont comme ça dans leur vie perso ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, dans le milieu médical, à nouveau, je veux pas faire des stéréotypes, mais il y a aussi une posture. C'est-à-dire que quand tu te retrouves devant des patients, il faut, même si au fond de toi tu l'es pas, il faut avoir l'air d'être extrêmement sûr de toi, etc. Donc je pense que ça finit par transparaître dans leur personnalité, parce que c'est pas que ces médecins ils jouent un personnage ou autre, et puis c'est horrible ce que je dis, parce qu'en fait lui c'est l'exception un peu horrible parmi tant d'autres médecins qui étaient fabuleux. Non mais on catégorise pas du tout les médecins, juste cette personne-là. Est-ce que tu penses qu'il était comme ça avec sa femme, avec ses enfants, quand il allait chercher son pain, enfin tu vois, est-ce que c'était ce mec horrible qui fait peur à tout le monde, quoi? Est-ce que Dieu était Dieu dans la vie perso? Écoute, je vais te dire, en fait, je me suis jamais posé la question, et de 2, je n'arrive pas à imaginer comment il pouvait être différent dans la vie perso. Ouais, je vois. Parce qu'il incarnait tellement cette toute-puissance que c'est, à moins d'être prof de théâtre, ce qui n'était pas le cas, il était chirurgien digestif. C'est un très bon acteur. Voilà. Et non, franchement, j'arrive pas à y croire. Et à la fois, je lui souhaite, parce que d'être comme ça à la maison, mon Dieu, quel enfer. Ah ouais, c'est ça, pour ses proches, je me dis, c'est horrible. Enfin, t'imagines, toi, tu subis déjà au travail, il terrorise tout le monde, et quand son garagiste doit le détester, son homme à tout faire, enfin, tu vois, tous les gens qui côtoient au quotidien, ça doit être un enfer sur Terre. Ouais. Franchement, je me suis jamais posé la question, parce que je crois que j'avais pas envie de donner davantage d'espace cérébral à cet homme. Je comprends. Mais à la fois, j'imagine pas comment il pourrait être différent chez lui. Mais c'est triste. Ouais, c'est vrai. Ou alors, tu sais, il a vraiment un masque au travail et qu'il l'enlève, et après, il est genre en mode tout guiré. Ça serait hilarant. Je peux respirer. Enfin, ça serait vraiment hilarant. Ça serait horrible, mais ça serait vraiment hilarant. Moi j'aime bien imaginer toutes ces situations-là, parce que je me dis que nous on s'imagine, on se projette beaucoup, enfin tu vois, on présage quand même beaucoup, même si les accords Toltec disent de pas le faire, mais on présage beaucoup de comment sont les autres, et des fois j'aimerais bien être une petite souris, et tu vois, de passer une journée avec cette personne-là, avec Dieu, et de voir ce que ça fait. Est-ce qu'il est aligné toujours avec tu vois, le fait de mal se comporter. Moi des fois je réponds mal à quelqu'un parce que je suis pas bien, je suis saoulée, ce que tu veux, et j'ai une toute petite phrase de trop, et je m'en veux, m'en veux un truc de ouf. Et je me dis, quelqu'un qui fonctionne tout le temps comme ça, tous les jours avec tout le monde, est-ce que il est pas rongé par la culpabilité, quoi, tu vois? Moi, je me demande aussi qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça, parce que dans les textes, c'était un chirurgien qui était brillant et qui avait pas besoin justement d'avoir ce personnage pour exister. Étrange. Et tu te dis, est-ce que alors à nouveau, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui a été élevé par des parents qui l'ont écrasé, étouffé, où il avait pas le droit d'exprimer ce qu'il avait exprimé, et puis qu'un jour ça se révèle différemment, et puis qu'il avait certainement des facilités, parce qu'il était vraiment très intelligent, et puis qu'il d'un coup il s'est dit, bah voilà, tiens, maintenant que je suis hyper doué dans le domaine, et ben je vais prouver à la terre entière que je suis le meilleur, parce que voilà, pour qu'on le surnomme Dieu, enfin moi je détesterais qu'on me surnomme Dieu quand même. Ah punaise, moi aussi, je le vivrais ultra mal. T'es l'omniscient qui sait tout, qui a réponse à tout et tout. Enfin, moi, clairement, c'est pas du tout une qualité non plus, mais c'est vrai que après, je me dis, est-ce que c'est pas le succès aussi qui monte à la tête au bout d'un moment, s'il était, tu vois, très encensé, très bon dans ce qu'il fait, est-ce qu'au bout d'un moment, tu perds pas pied aussi avec, c'est possible, tu vois, je sais pas,
comme tout le monde te donne raison sur tout. Après, Du coup, dans le domaine médical, c'était un peu, enfin, je le ressentais souvent comme ça, c'était un peu fake it until you make it. Ah oui, d'accord. Donc, je traduis pour les non-anglophones, mais en gros, fais semblant jusqu'à ce que tu puisses même toi-même y croire, quoi. Et il y a un peu dans le domaine médical, je trouve, donc vraiment propre aux médecins, surtout, parce que je trouve que dans le domaine paramédical, ça se ressent moins. Ce côté où il faut vraiment prouver, asseoir un peu pas ta domination, mais voilà. Ouais, mais avoir une posture en tout cas. C'est plus qu'un métier, quoi. Et tout ça. C'est bien plus sûr, que être doué dans ce que tu fais. C'est aussi les gens, ils te confient leur santé, donc ils te confient leur vie. Voilà, donc ça va un peu avec. J'aurais été très mauvaise médecin. Moi, je me serais excusée toutes les 2 secondes. J'aurais vraiment été un mauvais médecem. Mais alors, tu sais, non, il y en a justement qui ont une très très belle sensibilité, qui vont pas se mettre en avant. Vraiment, pour les gens qui nous écoutent, Dieu n'est pas représentatif. Ne représente pas tous les médecins. Non, vraiment pas. Mais c'est à nouveau, c'est humain, et moi je déteste être comme ça. Mais en réalité, on se souvient rarement du très très bon et très souvent du pire. Mais c'est vrai, t'as raison. Et non, moi des exemples de médecins humbles, foncièrement gentils. Qui sont pas attirés par l'argent, qui veulent pas faire juste fonctionner le tiroir caisse et qui ont à cœur de bien exercer leur métier dans de bonnes conditions et d'avoir un vrai bon travail d'équipe, il y en a 1000. On les appelle pas Dieu, mais il y en a 1000. Ouais, c'est ça. C'est juste que Dieu, malheureusement, c'est celui dont on parle parce que il fait il a des comportements que nous on trouve vraiment pas corrects. Mais c'est vrai que tout le reste des gens, normalement, ça fonctionne comme ça. Moi, mon postulat de base de Trop Bonne Trop Cool, c'est on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir. Ah mais exactement. Et tu vois ça. Et ça se pose partout, ça se pose dans le monde. Moi, tu vois, j'évolue dans un monde d'entrepreneurs. Bah putain, le nombre de requins qui ont les dents qui rayent le parquet, comme on dirait l'expression, ça fait peur, quoi, tu vois. Et moi, j'arrive toute un peu niaise. Moi, je veux donner des coups de main à tout le monde. Je vois pas du tout l'argent. Et en fait, ça m'a vachement servi. En fait, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui parce que, comme tu disais tout à l'heure, les gentils gagnent toujours. Et c'est d'ailleurs un autre épisode, c'est le titre d'un autre épisode qu'on a fait avec une entrepreneuse. Elle a dit cette phrase et je suis d'accord. Ah mais je suis complètement d'accord. Peut-être que tout de suite, ça va pas m'apporter de la gloire, de l'argent, machin, mais par contre, la personne qui 3 ans plus tard me recontacte parce qu'elle avait bien aimé notre appel de machin, parce que je t'avais trouvé vachement sympa, machin, pour moi c'est tout gagné, tu vois. Et en revanche, let's go. Il faut pas, et ça c'est, moi je pense que je suis pas tombée dedans, mais je pourrais. Il faut pas non plus faire du bien dans l'espoir qu'un jour ça nous revienne, parce que je trouve que c'est là que ça fonctionne pas. Non, ça je suis vraiment d'accord. Oui. Il faut le faire. Alors pas de façon désintéressée parce qu'on est humain et que c'est pas possible. Mais moi je dis toujours, quand on n'attend rien, on n'est jamais déçu. Voilà. C'est vrai, t'as raison. Quand on n'a pas de grands espoirs derrière, on n'est jamais déçu. Quand on attend des autres ou de la société ou peu importe, on est très souvent déçu parce que ça va jamais vraiment comme on l'avait imaginé. Ouais, et donc c'est vraiment faire le bien. Et à nouveau on dirait que c'est Gandhi qui parle, mais sans arrière-pensée. Et moi aussi je suis persuadée, et moi dans le milieu dans lequel j'évolue, dans l'influence aussi, au stade où j'en suis avec le nombre d'abonnés que j'ai, j'ai envie d'utiliser le mot stature que je déteste, mais le positionnement un peu que j'ai dans le domaine de l'influence en règle générale, je ne devrais, avec d'énormes guillemets, plus faire trop de gifting, c'est-à-dire recevoir des cadeaux sans contrepartie financière. Et il y a vraiment des gens du milieu qui me le reprochent en disant « Oui, mais toi, à force de faire des trucs comme ça, nous, à la fin, on n'est plus payés, les marques, elles croient qu'on peut tout faire gratuitement. » Mais si moi, j'ai envie... Oui, c'est clair. C'est que ça n'engage que toi, franchement, en fait. Mais moi, je ne fais rien pour le reste de la société, mais menez votre barque là où vous voulez qu'elle aille. Et j'ai encore envie de soutenir des petits créateurs qui ont 0 € de budget et de donner des formations. Voilà, j'ai animé un podcast avec une MJC pas loin de chez moi où ça m'a rapporté 0 €, 0 centimes. J'y ai passé 3 heures. J'étais ravie. Et je l'ai pas fait en me disant un jour ça me bénéficiera. Non, parce que ça m'a vraiment fait plaisir de le faire et que à nouveau, je me mettais à la place de ces adolescents en me disant moi j'aimerais bien en fait qu'une influenceuse elle vienne me parler, qu'elle me raconte le métier. Et j'en ai touché que 3-4, mais eux, ils discutent chez eux avec leurs amis et tout. Et j'espère qu'à la fin, il y aura quelque chose de bien qui arrivera. Mais oui, puis tu laisses un bon souvenir, tu rends service aussi. Et bien sûr qu'on le fait pas de manière tout à fait désintéressée. Moi ce que je fais intéresser, c'est que ça me fait du bien. Tu vois, ça, c'est parfait. C'est au niveau égo, quand quelqu'un a un freelance qui se lance, qui a envie de savoir comment on fait pour se lancer, comment on fixe ses tarifs et tout ça, je prends 1 heure, on fait une visio, on discute. Et en fait, moi, d'un point de vue égo, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me rassure aussi, tu vois, et donc c'est ça que je gagne moi. Et donc in fine, si
3-4 ans après, il me recommande auprès de je ne sais qui et machin, et que ça fait un effet boule de neige, je me dis c'est que du bonus en fait. Tant mieux, exactement. Donc, là, on a vraiment la même façon de voir les choses. Et justement, toi, comment tu évolues dans ce milieu de l'influence-là ? Est-ce que la gentillesse a sa place ? Parce que c'est vrai que quand on est de l'autre côté de la barrière, on se rend pas trop compte de ce que c'est le métier d'influenceuse. Moi, j'ai pu en échanger avec pas mal d'entre elles, et c'est vrai que ça a l'air d'être un milieu quand même assez compétitif, quoi. Est-ce que tu arrives à trouver des influenceuses avec qui vous entraidez, où il y a vraiment la place pour la gentillesse, quoi ? Alors, pour répondre à la question, oui, il y a de la place pour la gentillesse. Et moi, j'ai vraiment à cœur de prouver qu'on peut exercer ce métier de façon vertueuse, de façon éthique, qu'on peut faire ça sans se foutre de la gueule des consommateurs qui consomment nos contenus, qu'on peut faire ça sans être drivé par l'argent. Alors, je vais être tout à fait honnête, moi aussi, à la fin du mois, il faut que je mange. Mais bien sûr. Mais j'ai aussi choisi d'en vivre à 100%, c'est-à-dire de lâcher mon métier d'infirmière à un moment où, sans fournir d'efforts, c'est-à-dire sans prospecter, sans accepter tout ce qui venait, je m'en tirais un salaire déjà très confortable. Donc, voilà, moi je l'ai déjà dit plein de fois, je suis hyper transparente sur ça, mais donc l'argent que j'engrange par mon activité de créatrice de contenu part dans le compte bancaire de ma société. Et ce compte bancaire, moi, j'ai déjà 4 ou 5 mois de salaire devant moi. Parce qu'en fait, je veux pas tous les jours me dire « Oh là là, il me manque 100 € pour finir le mois, qu'est-ce que je vais bien pouvoir accepter comme deal ? Qu'est-ce que je vais pouvoir... quelle marque je vais pouvoir contacter, etc. » Donc, moi, c'est une façon... alors, je dis pas du tout que tout le monde doit le faire comme ça, mais moi, en faisant ça, je respecte mes valeurs, je travaille sans stress, je refuse, mais vraiment, je refuse qu'il y ait la moindre notion de stress ou d'urgence qui impacte ce métier. Parce que je peux pas dire que j'en ai souffert avec mon métier d'infirmière avant, mais on est d'accord qu'on est quand même sur deux spectres qui n'ont quand même rien à voir. Oui, c'est clair, en termes de pression. Voilà, la pression d'avoir la santé des gens entre tes mains, même si c'est partiellement, même si c'est que quelques jours dans leur vie. C'est très... Je peux pas être plus honnête, mais tu prépares une seringue d'un médicament, tu te trompes de 1 millilitre, le patient, il meurt. Réellement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et de temps en temps, je reçois un mail pour mon job de créatrice de contenu, on me dit c'est urgent, je suis là, oh non, arrêtez. Non, les gars, personne va mourir en fait si je le fais pas demain, donc non. Non, mais je me casse la jambe, vous m'entendez pas parler de moi pendant 1 mois, tout le monde va s'en remettre. C'est vraiment clair. Tout le monde va s'en remettre. et j'ai pas de mal à dire que mon métier, à ce jour, n'est absolument pas essentiel. Contrairement à mon métier d'infirmière, qui pour le coup l'était nettement plus. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, je veux vivre ça de façon sereine, je veux travailler qu'avec des clients, des marques qui me correspondent. Alors, je travaille pas qu'avec des marques que je connais, parfois je suis contactée par des clients, je vois le produit, je dis ok, voilà, puis après il y a quelques questions qui se posent, est-ce que je l'aurais acheté ? Bien sûr. Sans être contactée par la marque. Si la réponse est non, faut arrêter tout de suite. Ouais. Et ça veut pas dire que le produit est mauvais, ça veut juste dire que j'étais pas cliente de pas ce la produit cible, à la base. bien sûr. Exactement. Et puis parfois, il faut se dire, tiens, je teste quelque chose de nouveau, ça fait longtemps que je teste telle marque, je pourrais peut-être essayer celle-ci dont j'entends beaucoup parler. C'est aussi, j'ai eu la question récemment, au bout d'un moment aussi, accepter et se forcer, entre guillemets, à arrêter de travailler avec une marque, pas parce qu'elle correspond plus à tes valeurs. J'ai le cas là d'une marque de cosmétiques que je vais pas citer, mais j'ai travaillé 3-4 fois avec eux. J'adore leurs produits, je les utilise encore tous les jours, mais je trouve qu'on en entend trop parler. Ok, oui, je vois. On la voit partout. Je pense même juste en disant ça, je pense que tout le monde voit de laquelle je parle. Et en fait, j'ai même eu de très bons résultats, entre guillemets. La marque m'a dit, on pourrait retravailler ensemble, votre code promo, il a été bien utilisé et tout. Et j'aurais dit juste, il y a aucun souci, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais moi, ça me correspond plus. Parce que qu'est-ce que ma voix, elle va apporter de plus au chapitre ? Qu'est-ce que mon contenu va changer ? Alors, j'ai pas la présomption de dire que tout ce que je fais est révolutionnaire, mais ça y est, c'est partout, quoi. C'est sur TikTok, c'est sur Instagram, c'est sur YouTube, une collab de plus. Alors moi, me rapportera de l'argent, c'est certain. Mais en termes de plaisir, zéro. Je vois. Que de mettre de la lumière sur des petites marques, des petits créateurs et tout, j'imagine que ça a plus de sens aussi pour toi. Exactement. Ouais, moi je trouve que c'est un chouette milieu, la création de contenu et tout ça. On peut faire beaucoup de choses jolies et il y en a qui le font très 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 bien et tu en fais partie. Enfin, du coup, pour expliquer un peu la genèse, je t'ai découvert moi par le biais de ton podcast qui s'appelle Moralité et donc j'ai découvert ensuite que tu étais créatrice de contenu et tout ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien les influenceuses créatrices de contenu comme toi qui font du contenu nature peinture. Tu vois, quand on tombe sur tes stories, quand on tombe sur ton post, c'est pas quelque chose qui va nous complexer, nous générer un truc de c'est pas la vraie vie, ça me fait rêver, j'ai envie de, enfin tu vois, c'est juste j'ai l'impression de regarder une copine qui m'explique que elle a acheté tel truc, que ça lui a fait du bien, que machin, et en fait je trouve ça trop bien. Pour moi c'est ça le milieu de l'influence, et en fait ce terme il a été un peu galvaudé, notamment avec les télé-réalités, les gens qui vivent à Dubaï, tout ça. Pareil, je ne dirais pas de nom, mais je pense que tout le monde voit aussi.
Exactement. Et du coup, je trouve ça dommage parce que pour moi, l'influence, c'est tu peux influencer de manière positive, quoi. Tu vois, il y a pas de Complètement. on n'essaye pas de t'arnaquer. Et en fait, tout le monde a un peu mélangé le truc de oui, mais s'il y a des codes promo, machin, ben oui, mais tant mieux. La créatrice de contenu est rémunérée et toi, tu payes moins cher ton produit. Tout le monde s'y retrouve et c'est trop bien. Enfin, tu vois, je trouve qu'on a un peu tout mélangé au bout d'un moment et je trouve ça dommage parce que il y a des créateurs, des créatrices de contenu qui le font très bien, qui ont une communauté très proche de gens, de vrais gens, quoi, tu vois. Et en fait, l'influence, c'est un peu... c'est ce que j'essaye de dire, mais je sais pas si je m'exprime bien. Mais en fait, pour moi, l'influence, c'est pas le bout du chemin. Je me réveille pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme contenu pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais, bien sûr. C'est pas la fin du chemin. C'est-à-dire que moi, je suis contactée par des marques qui me demandent des mises en avant, libre à moi d'accepter ou non. Bien sûr. Et c'est là que le travail le plus important se fait, c'est vraiment se dire... Je me fais pas berner par un chiffre, un montant d'euros qu'on promet, mais plus par la finalité. Est-ce que je suis fière de se présenter ce produit ? Est-ce que ma façon de le présenter peut apporter quelque chose au produit ? Est-ce que ça peut bénéficier à ma communauté aussi ? Alors, le code promo, c'est toujours un axe qui est sympathique aussi. Ouais, clairement. Parce que moi, je trouve que je reçois énormément de choses, qu'on est très sympa avec moi, et ça me permet aussi, voilà, de redonner un peu. J'ai aussi tout un système de box solidaire que j'offre en fin d'année aussi pour faire vivre des associations et pouvoir gâter aussi ma communauté. Mais moi, le matin, je me réveille pas en me disant par quel biais est-ce que je pourrais gagner de l'argent ? Alors, à nouveau, ça paraît hyper naïf de dire ça. Bien sûr qu'à la fin, je gagne de l'argent. Mais moi, c'est plus de me dire comment est-ce que je peux mettre ton énergie, ma créativité, voilà, mon énergie au service d'une marque. Ouais. Et un truc, par exemple, que je ne tolère pas, c'est des marques qui reviennent vers moi et qui me disent « On n'est pas très content d'y retomber ». Je suis là, super. Enfin, ne retravaillons pas ensemble. Ça m'arrive assez rarement. Je pense qu'il y en a pas mal qui le pensent aussi, mais qui ont la gentillesse de pas me le dire. Mais ou qui me disent, on n'est pas très satisfait du nombre d'utilisation de code promo. Je suis là, c'est super, mais je suis pas commerciale en fait. Donc, oui, c'est vrai. Moi, vous me contactez pour faire connaître votre marque, pour une question de notoriété. Alors après, voilà, le but, on me le donne assez vite au départ, c'est est-ce qu'on veut faire connaître la marque, est-ce qu'on veut booster les ventes, auquel cas, s'il n'y a pas de code promo, moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Est-ce qu'on veut mettre en avant une nouvelle gamme, parce que parfois, c'est le message. Mais moi, je ne m'engage sur rien. C'est-à-dire que les marques qui me contactent en me disant on vous verse 10% de plus s'il y a plus de 150 ventes avec le code promo, c'est même pas la peine. Ça ne m'intéresse pas, parce que là, mon discours serait différent. Et moi, je veux pas de ce discours-là. Ouais, bien sûr. Ouais, et je le dis souvent, mais avant d'être créatrice de contenu, je suis consommatrice. Ouais, oui. La rigueur que je m'impose, c'est celle que j'aimerais bien voir chez les autres. Donc, c'est pas de collaboration le même jour, c'est ne pas se contredire, ne pas utiliser... Il y a 3-4... gammes de produits qui reviennent souvent, genre les compléments alimentaires, les culottes menstruelles. Voilà, il y a des modes un peu en ce moment, c'est un peu ces deux-là. Et ben moi, j'ai travaillé avec une marque de culottes menstruelles pendant des années. La marque a disparu, j'en ai découvert une nouvelle. Je vais pas en tester une troisième. C'est tout. Celle que j'ai en ce moment me convient très bien. Et tous les jours, j'ai un mail pour me dire on a une marque de culottes menstruelles qui est certainement très bien. Et peut-être que je passe à côté de quelque chose. Mais si toi, t'es satisfaite de ce que... Voilà, c'est ça. C'est pas toujours chercher plus. Ça, c'est un peu l'humain aussi, de toujours chercher mieux, toujours chercher plus et tout. Mais c'est hyper bien de le faire comme ça. Et je fais le parallèle avec mon activité. Moi, je suis social media manager freelance et j'ai des clients qui m'appellent en me disant dans 2 mois, je veux 10 000 abonnés. Bonjour super. Déjà, donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais j'en ai eu un autre freelance au téléphone là qui m'a dit que dans 2 mois il aurait 10 000. Partez avec lui, il va acheter des abonnés en Russie, allez-y, il n'y a pas de souci. Et tu vois, et moi vraiment à chaque fois je leur dis, et tu vois ton argument de je ne suis pas commercial, je vais le garder, je le mets dans ma poche parce que clairement je le trouve trop bien, de dire moi je bosse la notoriété autour de votre marque, le storytelling, comment les utilisateurs vous perçoivent et tout ça. Et par contre si vous voulez du chiffre et juste faire de la rentabilité, ce ne sera pas avec moi. Il y a des community managers, d'autres freelances qui le feront aussi bien, ils le feront très bien de leur côté, mais moi voilà. Et donc je trouve qu'on se retrouve beaucoup là-dessus parce que je pense que ton métier, de toute façon tous les métiers tu peux le faire de plein de façons différentes et toi t'as choisi de le faire en mode j'ai envie de m'éclater et en fait à la fin du mois on me paye pour ça, mais trop bien c'est exactement ça. Et c'est un peu le propre de ces métiers, ce qu'on appelle ces métiers passion, parce que moi ça a démarré, tu m'aurais dit en 2012 un jour ça sera ton métier, mais j'aurais bien rigolé. J'aurais bien rigolé parce que vraiment j'aurais dit mais comment, quand, de quelle façon qui va me donner de l'argent pour ça? Pendant des années j'ai pas gagné 1 euro. Bien sûr. Et j'en avais parlé sur un autre podcast et la personne qui m'interviewait, Charlie, me disait mais du coup est-ce que t'as pas l'impression que parfois si tu crées des trucs et que ça rapporte pas d'argent, t'as pas gagné d'argent? Mais en fait c'est le même parallèle que de dire à quelqu'un qui fait de l'aquarelle et du coup quand tu peins tu gagnes quoi? Oui c'est vrai. Tu dis je m'éclate. Moi ça a été ça pendant des années avant qu'un jour c'est trop bien, mais c'est et que je puisse en vivre. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je ne dis pas que les gens qui choisissent aujourd'hui d'en vivre tout de suite
font le mauvais choix, mais non, mais c'est pas ta façon de voir. Enfin, c'est différent. moi, j'ai pas pris ce chemin, j'ai pas pris ce chemin comme ça. Et ça me rend pas plus légitime, et je suis pas auréolée de laurier, parce que non, c'est, voilà. bien sûr. Mais c'est une autre façon de voir la vie, de voir ton activité. Je suis très au clair avec la façon dont je fais ce métier. Je dis pas que c'est parfait, en tout cas, c'est très en accord avec mes valeurs, exactement. mon éthique, et donc à la fin, c'est quand même un peu tout ce qui compte. Ouais, et est-ce que tu te trouves chanceuse du coup? Enfin, tu sais, il y a un truc de... T'as bossé pour, hein. Je dis pas que c'est de la chance, mais moi, c'est le truc, tu vois, où j'ai construit mon activité, et des fois, il y a des jours où je bosse pas parce que, je sais pas, je fais l'école buissonnière, je vais faire les courses le jeudi à 15h, et à chaque fois que je fais ces petits trucs-là, pourtant, ça fait presque 4 ans que je suis à mon compte, je me dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai de la chance, tu vois, genre, je sais pas, j'ai un sentiment, d'école buissonnière. Est-ce que ça te le fait, toi, ce truc-là de... Alors ça, c'est un truc qui est hyper mal vu, j'ai l'impression, dans mon métier, où on est toujours à dire « Ah non, mais c'est pas de la chance, c'est du travail ». Alors, on est clair que si je suis encore là aujourd'hui, 12 ans après, c'est pas parce que je me suis tourné les pouces pendant 12 ans. Sûr, ça, c'est évident. En revanche, je suis quand même persuadée que j'étais là au bon moment. Et je suis persuadée, vraiment, je le dis avec l'humilité la plus maximale, qu'aujourd'hui, je démarre ce que je fais là, ça ne marche pas. D'accord, oui. Parce que je me suis jamais mise dans aucune niche, parce que mon contenu n'a aucun sens, dans le sens où je parle de beauté, de lifestyle, de voyage. Je fais des TikTok humoristiques, des réels humoristiques. J'ai un podcast qui a ni queue ni tête. Avant ça, j'avais un autre podcast. Enfin, si tu prends un peu un expert social media qui décortique un peu mon contenu, il va dire, mais il n'y a rien qui va. J'ai que... À nouveau, très gros guillemets, parce que moi je trouve que c'est énorme, mais j'ai que 60 et quelques mille personnes sur Instagram et sur YouTube. 12 ans après, c'est pas très normal, il faudrait que j'en ai beaucoup, beaucoup plus. Il y a 2 trucs, c'est que, 1, j'ai jamais fait mon contenu pour gagner plus d'argent, pour gagner plus de followers, voilà. Déjà, j'ai pas pris le problème... T'as pas de stratégie. C'est pas un problème, mais j'ai pas pris cette stratégie-là. C'est juste toi. Voilà. Parce que pour faire vraiment ce qu'on aime, il faut pas réfléchir comme ça. Et je sais plus quel était le deuxième truc que je voulais dire, mais tu vois, je m'auto-coupe la parole et après je sais plus où j'en suis. Et oui, si, l'autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que aux yeux d'Internet, j'ai pas assez montré mon intimité pour que les gens adhèrent, accrochent, et se retrouvent en moi, et une envie viscérale de me suivre, de comprendre ce que je fais, de ce qui m'arrive, parce que j'ai pas assez... aux yeux d'Internet, je parle bien, parce que moi je trouve que j'ai... Oui, ce que j'allais dire, tu montres ce que tu as envie de montrer, quoi, tu vois. Enfin, Exactement. Et preuve en est, voilà, tout à l'heure j'ai dit que j'avais traversé une période difficile. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y avait dans la période difficile pour savoir que c'était difficile. Oui, voilà. c'est clair. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je me préserve, je me respecte, et je trouve que c'est cool. Et si j'avais voulu vraiment, vraiment avoir une audience plus importante, donc plus de deals avec des marques, donc plus d'argent, il suffisait, entre guillemets, que je montre ma fille, ma famille, mes problèmes perso, etc. Et c'est un truc que j'avais pas du tout envie de faire. Bien sûr. Donc, dans un sens, quand on regarde mon contenu, je pense que certaines personnes peuvent se dire « Waouh, elle montre beaucoup ». Parce que, tu vois, moi, je montre mon intérieur, par exemple, ma déco, c'est un truc qui me choque pas. Ma façon de m'habiller, où est-ce que je mange, qu'est-ce que je consomme, tout ça. Et à la fois, si tu creuses un peu, je montre pas grand-chose. Ouais, c'est en surface, tu montres. C'est une vitrine, ouais, quoi. Bien enfin, sûr. Tu vois, et ça, je suis assez fière parce que ça me demande pas de maîtrise, ça me demande pas de contrôle. Ouais. Quand je poste un truc, je me dis pas, est-ce que c'est jamais, en fait. Je sais que si je le poste, ça a une raison d'être là. Et pour autant, tu vois, tu trouves que c'est en vitrine ou en surface, mais quand on s'attarde un peu sur tes posts, ta façon de parler, ton podcast et tout ça, tu te livres quand même beaucoup, tu vois, sur qui tu es. Moi, je trouve que c'est ça qui est hyper touchant et où on s'attache, c'est que t'essayes pas d'être quelqu'un d'autre. Et tu vois, c'est ça, quand on te suit toi, bien sûr, à mon avis, t'es une Marielle différente dans ton intimité. Et tu vois, c'est pas ça qu'on cherche quand on suit quelqu'un sur les réseaux. Mais d'un côté, on a quand même l'impression un peu de te connaître, tu vois, on trouve des points communs et tout ça. Et c'est ça que je trouve hyper agréable parce que tu pourrais être très bien ma voisine comme tu vois, une fille qui vit à Paris et qui a des millions d'abonnés. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant dans ton contenu. Merci. En fait, je pense que j'ai ce côté girl next door, mais que je l'exploite pas. J'en fais pas un filon, tu vois, en me disant il faudrait vraiment. Mais non, c'est juste toi. Quotidien, voilà. Et après, alors là, pour le coup, c'est vraiment du domaine de la chance. J'ai été élevée dans un foyer où j'ai jamais manqué d'amour, d'argent. J'ai une situation personnelle qui est très confortable, au-delà de l'argent que j'ai gagné moi-même. Voilà, j'ai jamais manqué de rien. Donc, la vie que je mène aujourd'hui, elle est aussi très raccord avec tout ça. Et j'ai plein de problèmes que je n'ai pas aujourd'hui, que j'aurai peut-être jamais, je touche du bois, parce que je viens de ce milieu-là. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est du domaine de la chance. Voilà, j'ai eu 2 parents qui m'ont aimée, j'ai jamais manqué de rien, et ça m'est tombé dessus quand je suis née. Ouais, bien sûr. Et ça m'amène aussi à des réflexions plus poussées, où je fais en sorte de ne jamais paraître...
Ça fait 52 minutes que je parle et je perds mes mots. J'essaye de jamais être, de banaliser le luxe, la richesse, condescendante. Toujours, condescendante. Voilà, c'est ça. J'essaye d'être toujours consciente de la chance que j'ai, parce que ça, pour le coup, c'est le domaine de la chance. Oui. Demain, c'est malheureux, mais moi, si je perds mon travail et mon mari aussi, on a des parents qui peuvent nous aider, qui vivent pas loin, etc. Et ça, c'est de la chance. Et du coup, cette chance, j'essaye toujours, quand j'en parle, d'en être consciente. Oui, c'est bien. De pas le jeter à la gueule des gens. Genre, cet été, je suis partie en vacances pendant 2 semaines et c'était génial. C'est de dire, j'ai eu la chance de partir en vacances, parce que ça, pour le coup, c'est une chance. Et après, oui, il y a du travail. Et après, il n'y a pas de hasard sur le reste. Mais il y a quand même une notion de chance. J'ai fait tout un épisode sur le syndrome de l'imposteur. S'il y a des gens qui veulent mais oui, savoir davantage. Allez écouter le podcast de Marielle Moralité. Ça fait vachement réfléchir, nous aussi. Enfin, tu vois, c'est un podcast où tu discutes toute seule. Mais ça nous fait vachement... Moi, ça m'interroge vachement aussi sur comment moi je le ressens, quoi, et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est un podcast super chouette. Et tu vois, tout ce que tu dis, je trouve que tu l'as vachement réfléchi et vachement intellectualisé, entre guillemets. Tu vois, le fait que tu te rendes compte de la chance que tu as. Des fois, moi, j'ai la tête dans le guidon et je ramène ce truc-là en disant, mais Léa, c'est déjà bien là où tu en es. Apprécie, tu vois, le moment présent et tout ça. Et je trouve, des fois, on est trop pris dans les flots de la vie, de machin, et on se rend plus compte des tout petits bonheurs, tu vois, des tout petits trucs qui peuvent nous faire sourire, que voilà, de partir en vacances, c'est une chance, d'avoir ses parents, c'est une chance, d'être en bonne santé, c'est une chance, et tout ça. Et en fait, ces trucs-là, on les prend tellement pour acquis, et que tu vois, ça, mais je trouve que l'humain est comme ça. Je trouve ça dommage qu'il faille un drame, tu vois, entre guillemets, un truc mauvais qui nous arrive dans nos vies pour se rendre compte de tout ça. Tu vois, typiquement le Covid, ça a été un drame pour beaucoup de monde. Ça a été très dur d'être privé de sortie. Des personnes ont perdu des proches. Ça a été une période très dure, mais on a dû vivre ce truc-là hyper dur pour se rendre compte de plein de trucs. Et donc, je crois que moi, depuis le Covid, j'arrive pas toujours à l'appliquer, c'est fluctuant, mais de plus me rendre compte de, Léa, c'est vachement bien déjà tout ça, tu vois, de plus d'être dans la compassion avec moi-même, la compassion avec les autres et tout, et en vrai, ça fait vachement bien. Donc, je trouve ça trop cool que t'en parles ici. On n'en a pas trop parlé de la chance tu vois, juste de... Et puis, il y a avoir de la chance et voir quelque chose comme une chance. Avoir de la chance, moi, c'est moi, le milieu dans lequel, social dans lequel j'ai été élevée, dans lequel je suis tombée, j'ai rien fait pour être là, et ça, c'est de la chance. Et par exemple, j'avais posté une story cet hiver, enfin même plusieurs, où j'allais au ski tous les mercredis avec ma fille, parce qu'elle avait des cours de ski. Et je disais, c'est une chance. Ouais, bien sûr. Et c'est une chance que je saisis aussi, parce que j'ai décidé de lui dédier mes mercredis, parce que je vais être tout à fait transparente. Je pourrais travailler 2 fois plus, gagner 2 fois plus d'argent. Vraiment, je pourrais, mais je veux pas. Aujourd'hui, je gagne 2 fois moins d'argent qu'il y a 4-5 ans en arrière, et je suis 2 fois plus heureuse. Parce qu'en fait, le temps, voilà, après, faut mettre son curseur là où on en a envie. Et le curseur, il est pas au même endroit à tous les moments de la vie. À 23-24 ans, j'ai commencé à travailler en Suisse comme infirmière. Je vous fais pas un tableau, mais on gagne beaucoup mieux sa vie comme infirmière en Suisse qu'en France. J'étais en intérim, je travaillais plus de 50 heures par semaine, je me faisais des salaires délirants. J'avais pas une seconde de temps perso pour moi-même. Oui, c'est ce que j'allais dire, par contre, Mais à ce moment-là de ma vie, je voulais m'acheter un appartement un peu plus tard. C'est ce que je cherchais. Et vraiment, je peux même pas regarder en arrière en me disant, mais comment j'ai pu faire ? Non, à ce moment-là, ça m'allait très bien. Bien sûr. Aujourd'hui, gagner énormément d'argent, à nouveau, je le redis dans le contexte où, voilà, socialement, je viens d'un milieu où tout va très très bien. Je peux me permettre de gagner un peu moins parce que le moins que je gagne est largement suffisant pour être heureuse. Bien sûr. Et ben moi, aujourd'hui, je privilégie mon temps de famille, ma qualité de vie avec ma fille, etc., que gagner énormément d'argent. Et la chance que j'ai, parce que ça c'est une chance, c'est d'avoir trouvé un métier qui me permet de concilier les deux facilement. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est bien que tu le saisisses, parce qu'en effet, t'aurais pu aussi foncer tête la première et travailler encore 50 heures par semaine en tant que créatrice de contenu. Enfin, tu vois, c'est aussi Exactement. parce que c'est toi qui l'as décidé. Et je pense que c'est qu'une question de choix, de toute façon. C'était ma cousine un jour qui m'avait dit ça. À ses 18 ans, elle est partie en Australie, et tous ses copains, copines qui allaient en études supérieures, ils disaient, mais t'as vachement de chance d'être partie en Australie. Et du haut de ses 18 ans, elle me regardait, elle fait, non, j'ai pas de chance, c'est moi qui l'ai provoqué, tu vois, j'y suis allée, j'ai pris mon petit sac à dos, j'ai dit à mes parents que je continuais pas tout de suite mes études supérieures, et c'est pas de la chance, c'est de la chance, mais je l'ai provoqué. Et du coup, je me suis dit, mais oui, elle a raison. Tous les gens qui l'envient, entre guillemets, d'avoir osé faire ça, c'est juste une question de eux, ils ont pas eu le courage de le faire, ou au moins, encore, se trouve, ils ont même pas l'envie. C'est juste qu'ils voient ça d'un regard extérieur, ils se disent, oh là là, t'as vachement de chance de partir en Australie. Et du coup, je trouve ça trop bien juste de dire, non, c'est pas forcément, c'est juste que j'ai fait des choix à un moment, et chacun fait les siens, quoi, tu vois. Donc pas toujours regarder l'herbe du voisin. Il y a des gens qui
projette aussi des trucs, mais ça c'est très humain et on est très très à nouveau dans les accords Toltec. Mais décidément, ce livre n'arrête pas de revenir. Mais il y a aussi des gens qui te projettent et ça, moi j'ai rien contre eux. Mais qui projettent leurs angoisses, leurs hésitations, leurs peurs sur toi. Moi, quand j'ai fait ce choix de devenir créatrice de contenu à temps plein, en réalité, quel était le risque ? Je suis infirmière, mon diplôme il est valable toute ma vie. Alors là, ça fait 3 ans que j'exerce plus, donc je pense que en toute objectivité, je vais pas revenir en soins intensifs demain en tapant à la porte, on va pas m'accueillir à bras ouverts. Quoique, si on manque d'infirmières, peut-être c'est ce que j'allais dire, ouais. Elle a quand même 11 ans d'expérience dans le domaine, peut-être qu'on la prend. Moi, je pense que je le ferai pas parce que c'était une étape dans ma vie, voilà, c'était toute une période que j'ai adorée, mais aujourd'hui, je pense que j'ai plus envie de ça. Mais en revanche, en réalité, quel était le risque ? Si ça fonctionne pas, j'avais dit 2 choses dans une vidéo où j'annonçais que je faisais ce choix-là, j'avais dit je me réserve 2 possibilités, que ça ne marche pas, bien sûr, influence. Auquel cas, je vais pas ramer pour me trouver des clients. Et si ça va pas, je repars tout de suite à l'hôpital. Mais en plus, sans aucun regret. Ouais. Je suis pas trop le genre de fille à avoir des regrets. Et deuxièmement, si ça ne me plaît pas, parce que je me réservais quand même le choix que vivre de ça à temps plein ne me convienne pas. C'était quand même dur pendant une période. Maintenant, j'en suis un peu ressortie, mais ce côté où t'es vraiment très 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 utile au travail, où vraiment tu rentres le soir, t'as le sentiment du travail bien fait, d'avoir fait du bien, d'avoir bien pris soin de tes patients, etc. Te sentir utile, c'est un truc que voilà, moi j'avais chevillé au corps et c'est bien pour ça que j'ai fait ce métier. Et aujourd'hui, mais j'en suis consciente et du coup presque ironiquement, je me dis mais moi ce que je fais aujourd'hui est inutile. dans le sens où le soir j'ai sauvé personne et alors peut-être que je fais sourire des gens. On m'envoie d'ailleurs des messages qui me touchent beaucoup. On me dit tu me changes les idées. Bah oui. Ça me fait plaisir. Tu m'as évadé. Je suis pas partie en vacances cet été. J'ai regardé tes contenus. Ça m'a fait plaisir. Quand je vais à un concert, je prends quelques stories en disant voilà s'il y a des gens qui aiment tel artiste. J'étais à Musilac, à Aix-les-Bains l'été dernier. Ah, trop bien. Je prends une story d'un concert, il y a une fille qui m'envoie un message qui me dit je rêve de les voir en concert. Je dis t'inquiète 2 secondes, je vais filmer j'ai dit c'est quoi ta chanson préférée, je vais filmer sa chanson en entier. C'est adorable. Je lui ai envoyé, elle m'a dit utile. c'est tellement gentil. Et bah voilà, ça, dans une autre mesure, voilà, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, mais tu vois, c'est comme les chanteurs, les peintres, enfin ça provoque autre chose en fait, tu vois, c'est une utilité qui est tout autre et je trouve que c'est tout aussi c'est différent mais c'est tout aussi louable et on a besoin de divertissement dans la vie, tu vois. Sinon ça serait triste. Et surtout j'ai trouvé mon utilité profonde auprès de ma famille. Ouais, bien sûr. Pareil, j'ai pas l'audace de dire que ma fille a besoin de moi, mais un enfant a besoin de ses parents. Ouais. Et bah moi, d'avoir davantage de temps avec elle, elle me le rend très bien aussi. Je vois qu'elle est heureuse, je vois qu'on a un lien, je vois qu'on tisse des choses, je vois qu'on partage plein de choses. Comme moi, j'ai pu partager avec ma maman parce qu'elle ne travaillait pas. Alors moi, je travaille, mais voilà, j'ai beaucoup de temps libre à lui dédier parce que je travaille globalement que sur les moments où elle est à l'école. Ouais, c'est chouette. Donc voilà, et cette utilité, je l'ai, au-delà de la trouver auprès des gens qui consomment mes contenus, parce que en réalité, tous leurs compliments me vont droit au cœur, mais j'ai pas le sentiment de me sentir utile. Mais auprès de ma fille, pour le coup, je le sens vraiment. Et moi, je suis bien, et franchement, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est trop chouette que t'aies analysé tout ça. Tu vois, c'est trop bien parce qu'on voit que c'est vraiment nourri dans ton cerveau et que j'ai l'impression que t'as bien fait la part des choses entre. Enfin, tu vois, tout est bien. J'essaye. Ouais, bah ouais, mais c'est bien. Enfin, mais c'est hyper cool de pouvoir échanger avec toi là-dessus parce que on se rend pas compte quand on suit quelqu'un sur Instagram ou tout ce qu'il peut y avoir aussi derrière, tu vois. Et je trouve ça trop bien aussi de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, merci pour le partage honnête. Je trouve ça trop chouette. Des coulisses. Ouais, c'est ça exactement. Le partage des coulisses et dire que c'est pas tout rose non plus, j'imagine. Donc, voilà, c'est aussi faire la part des choses entre toi, ce que t'as décidé de faire de ta vie et ce que les autres en pensent après. C'est pas grave. Exactement. Ouais. Et en fait, quand tu renvoies ça aussi, il y a le meilleur compliment qu'on puisse. Alors, il y a 2 compliments qui me font très plaisir. Quand on me croise dans la vraie vie à des événements et qu'on me dit t'es exactement comme je l'imaginais, ça, franchement, tu dis ok. Donc, ça veut dire que. Alors, je le sais, mais quand on te confirme que tu joues tel personnage de rôle, ça fait du bien. Et l'autre chose qui me fait plaisir, c'est quand on me dit punaise, j'ai encore un trou. Regarde. Ça y est, 1 heure qu'on papote. Attends, ça me reviendra peut-être plus tard. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave de toute façon. C'est voilà, on tergiverse dans tous les cas. Je vais. Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Vas-y. Ah, excuse-moi, je m'auto-interromps. Quand je fais une vidéo et qu'on me dit le sujet ne m'intéresse pas, mais j'ai quand même écouté parce que c'est toi. C'est pas trop sympa. C'est trop mignon. Franchement, c'est genre tu pourrais parler de n'importe quoi et je consomme. Je trouve ça adorable. J'avoue, c'est adorable. Bah, franchement, t'as l'air d'avoir une. Non, mais il y a pas de souci. T'as l'air d'avoir une communauté vraiment gentille aussi. Tu vois, je pense qu'on attire aussi des gens qui nous ressemblent mine de rien, même si l'étiquette de gentil est pas facile parfois à porter. Et tu vois, vous êtes beaucoup quand je vous invite. Là, tu l'as dit toi au début de l'épisode que tu ne veux pas te catégoriser en tant que personne gentille. Et c'est beaucoup quand j'invite des personnes ici qui me disent oh là là, mais je sais pas si
je suis vraiment gentille et tout. Il y a toujours un petit truc. C'est dur de s'auto-analyser. Ouais, c'est dur de Et puis il y a ça, comme on disait au début, ça transporte plein de trucs, l'étiquette de gentil, oui. et donc on n'est pas toujours sûr de vouloir l'endosser, mais voilà, moi je te mets mon petit tampon de Marielle, tu es gentille. Oh, je suis honorée, merci. Non, c'était franchement hyper intéressant. Je vais te poser la dernière question, et je sais que tu as pris des petites notes. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre ici? Et bien sûr, tu peux m'en dire plusieurs. Heureusement que j'ai pris des notes parce que ma mémoire commence à me jouer des tours en fin d'épisode. Donc, tu vois, j'ai bien fait d'écrire. Alors, moi, il y a la gentille numéro 1 dans mon cœur, c'est ma meilleure amie Morgane. Ok. Que j'ai rencontrée sur les bancs de l'école d'infirmière. Voilà, trop bien. On s'est rencontrés en 2007. Morgane, si tu écoutes cet épisode, voilà, c'est ma meilleure amie parce que c'est vraiment... je sais même pas de mots pour la décrire. C'est une fille qui est solaire, qui sera toujours là pour moi, je le sais, qui me l'a d'ailleurs montré, suffisamment prouvé, ouais, vraiment pendant toutes ces années. Ça, c'est une vraie gentille. Trop bien. Et elle est infirmière, donc voilà, tu vois, on en revient toujours un peu. chouette. Pareil, elle incarne très très bien ce métier. Et c'est une fille, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je souhaite à tout le monde d'avoir une Morgane dans sa vie. Oh. Donc son pseudo, c'est Best of Vanity, s'il y a des personnes qui veulent la suivre sur Instagram. Morgane, elle avait un blog, mais je crois qu'il n'est plus trop mis à jour, parce qu'en fait, elle a pas le temps, parce qu'elle a une vie très remplie. Voilà. Elle est infirmière, elle a une petite fille, elle vit à Antibes, dans le sud de la France, mais elle a plein de choses à partager, c'est un soleil. Trop bien. Vraiment, dans une région où il y a du soleil, en plus. Ouais, oui, j'avoue. Donc, elle, écoute, si tu veux une vraie gentille... avec plaisir, elle sera parfaite. Morgane. Vraiment, elle sera parfaite. Ensuite, je vais te parler d'une fille que je suis depuis des années sur Instagram, sur son blog, etc. Son pseudo, c'était Carnet Prune. D'accord, oui, je vois tout à fait. Oui. Tu vois qui c'est ? Ouais, bien sûr. Exactement. Angéline, maintenant, c'est Angéline Leyet, c'est son prénom et son nom de famille. Qui est une fille, alors elle à nouveau une vraie gentille, si je la cite, elle a sa place ici, qui a une très très forte sensibilité, que je trouve extrêmement inspirante, qui a dans le domaine de l'influence, qui a de très belles valeurs aussi, qui fait bien son travail dans le sens où à nouveau elle respecte ses choix, ses envies. Elle travaillera pas pour un gros chèque, je le sais. Je la connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un qui respire la sincérité, la bienveillance. Donc elle, un gros cœur sur elle. Ouais. Et la dernière, écoute, c'est mon dernier coup de cœur sur Instagram, c'est Julie. Alors, je sais pas comment on prononce son nom de famille, Ansuc ou Ansuki. Ok. Je te donnerai, si tu veux, avec plaisir. Toutes les petites références. Julie, elle doit avoir une trentaine d'années ou un petit peu moins. Elle a une petite fille qui a 2-3 ans. Et elle parle de parentalité, mais de façon extrêmement joyeuse. Ah, trop bien. Déjà, elle ne montre pas sa fille, ce qui est un truc... voilà. Donc, elle n'expose pas sa fille, elle montre uniquement les activités, ce qu'on peut faire avec un enfant. C'est un petit bonbon, cette fille, c'est un rayon de soleil. J'aime beaucoup la suivre, que vous ayez des enfants ou pas, parce qu'en fait, elle partage bien sûr pas que sur la parentalité, mais c'est une fille qui est... Je trouve que c'est écrit sur son visage, voilà, que c'est une vraie gentille. Et elle, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses je l'ai déjà écoutée dans un podcast, je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à raconter. Écoute, les 3 idées sont notées, j'aime beaucoup ce genre de... Comme je t'expliquais au début, c'est la chaîne de la gentillesse, donc c'est trop bien, je trouve. Trop bien, les noms sont notés et les personnes sont invitées avec grand plaisir. Allez-y les filles. Merci beaucoup Marielle, c'était trop bien. Franchement, j'ai passé un trop bon épisode, j'ai pas vu le temps passer, on a bien discuté et j'espère que l'épisode aura plu autant qu'on a aimé l'enregistrer. En tout cas, c'était trop chouette. Merci pour ton partage et ton honnêteté, c'était un vrai vent frais sur ce podcast. Merci à toi Léa, c'était un plaisir. Plaisir partagé. On va conclure l'épisode ici. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de l'épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne, Trop Cool, le café, le nouveau format en solo. Et sinon, dans 2 semaines avec un nouvel ou une nouvelle gentille. Toujours autant un plaisir d'enregistrer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Trop Bonne, Trop Cool. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous. À bientôt Marielle. À bientôt.